Le pique-nique. Noël, jour de l'an, l'épiphanie. Quand vers le 15 décembre je commence à entendre parler de fêtes, je tremble comme à entendre parler de dettes quand on n'a pas de quoi les payer. Noël, jour de l'an, épiphanie. Pourquoi diable les a-t-on placées toutes à la file, ces fêtes? Pourquoi se succèdent-elles de si près? Si proches l'une de l'autre, ce ne sont plus des fêtes, mais pour un pauvre miséreux comme moi, un véritable désastre. Et ici, il ne saurait être question que quelqu'un ne fête pas la Noël, le premier de l'an, les rois. Ici, durant ces 3 jours, les commerçants en alimentation sont autant de brigands postés au coin de la route, si bien qu'arrivé tout habillé à la fête, on en sort nu. Peut-être au temps où la reine Berthe filait, Noël, le premier de l'an et l'épiphanie étaient-elles vraiment des fêtes, modestes mais sincères. C'est qu'alors l'organisation, la propagande, l'exploitation n'existaient pas. Mais avec le temps, même les plus sots se sont aperçus que les fêtes étaient manières à spéculation, et ils s'en donnent. Fêtes pour les malins qui vendent des choses à manger, mais non pour les pauvres qui les achètent. Bien des fois, j'ai pensé que pour le pâtissier, le coquetier, le boucher, ce sont de vraies fêtes, et même de doubles fêtes, non seulement par elles-mêmes, mais aussi parce qu'en ces jours, ils vendent 10 fois ce qu'ils vendent habituellement. Et tandis que le malheureux célèbre les fêtes chichement, la bourse vide et avec une maigre chair, les autres festoient pour de bon, le portefeuille garni et la table débordante. D'ailleurs, pour vous rendre compte que je dis vrai, jetez un coup d'œil dans la rue où j'ai ma boutique de papeterie. Vous trouverez du même côté, à la suite l'un l'autre, Tholomei le charcutier, de Santis le marchand d'œufs et volailles, de Angélis le fabricant de pâtes avec son fourneau bouilleur, et Croxiani qui vend du vin et des alcools. Venez observer ce qui se passe et regardez autour de vous. Des montagnes de fromage et de jambon, de vrais carnages de poulet et de volailles, des sacs de raviolis, des pyramides de fiasques et de bouteilles, tout cela rutilant de lumière, splendide, et une allée et venue continuelle de gens entrant dans ces 4 boutiques, en sortant les bras chargés, une agitation de port de mer. Dans ma papeterie-librairie, que trouverez-vous au contraire? Le silence, l'ombre, le calme, la poussière sur le comptoir et de temps à autre, un petit garçon venant acheter un cahier de classe, quelques femmes qui demandent une petite bouteille d'encre pour écrire ses comptes de ménage. Et moi, fait à l'image de ma boutique, vêtu d'une blouse noire, maigre, mal nourri, tout imprégné de l'odeur de poussière et de papier, l'humeur aigre, le front soucieux. Alors que Tholomei, de Angélie, Grossiani, de Santi sont tous le portrait de leur affaire. Prospères, haut en couleur, gras, la voix assurée, toujours gai, toujours insouciant. Ah, j'ai mal choisi mon métier, il n'y a pas grand-chose à tirer du papier blanc ou imprimé, et ceux dont je vous parle en consomment plus pour envelopper leurs marchandises que moi pour faire lire ou écrire. Quelques jours avant le 1er janvier, ma femme me dit un matin: Écoute, Egisto, la bonne idée que vient d'avoir Grossiani. Il propose que nous autres, les 5 commerçants de ce côté de la rue, fassions un pique-nique pour enterrer l'année. Et qu'est-ce que ce serait, ce pique-nique? Eh bien, le dîner traditionnel. Traditionnel? Oui, mais de la façon suivante. Chacun apportant quelque chose, de telle sorte que chacun offre à tous, et que tous offrent à chacun. Ah, c'est ça le pique-nique. Oui, c'est ça. De Angelis apportera des raviolis, Grossiani le vin et le mousseux, Tholomei les hors-d'œuvre, et de Santis les dindes. Et nous apporterons le panettone. Je gardai silence. Elle insista. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Alors, je lui dis que nous acceptons. J'étais assis à mon comptoir, dépliant un paquet de cartes de Noël. Je dis enfin: Si tu veux mon avis, je ne trouve pas que ce pique-nique soit très juste. De Angélis n'a qu'à prendre les raviolis de son magasin. De même, Grossiani pour le vin, Tholomei les hors-d'œuvre, de Santis les dindes. Mais moi, qui ne peux me fournir dans ma boutique des nèfles, le panettone, il faudra que je l'achète.
fossiles paient leurs denrées. Elles ne poussent pas dans leurs magasins. Tu vois, tu es toujours le même. Tu veux toujours faire le difficile, raisonner, chercher la petite bête. Et puis tu te plains que les choses s'arrangent mal pour toi. Bref, nous discutâmes assez longtemps. Finalement, je coupai court en déclarant: C'est bon, dis-lui que j'irai à leur pique-nique. Nous apporterons le panettone. Elle me demanda alors d'en apporter un très beau, pour ne pas faire piètre figure, un d'au moins 2 kilos, et je promis un beau panettone, très gros. Je passai le dernier jour de l'année comme d'habitude, à vendre des cartes de vœux et des personnages en carton pour crèche. Pendant ce temps, mes voisins vendaient de la volaille et des poulets, des raviolis et des tagliatelles, des caisses de liqueurs et de vin fin, des fromages et des jambons. La journée était belle, et du fond de mon magasin, je voyais passer dans le soleil des femmes chargées de paquets. C'était vraiment un beau temps de premier de l'an romain, avec un ciel d'un bleu dur qui semblait de cristal fin et paraissait refléter toutes les choses avec toutes leurs couleurs. En fermant boutique le soir, je dis à ma femme: Inutile de faire à dîner puisque nous mangerons à minuit. N'y aurait-il que notre panettone qu'il y aurait déjà à manger pour 100? En effet, le carton du gâteau était de dimension considérable. C'est pourquoi je dis à ma femme que je m'en chargerai moi-même et le porterai. À 10h30, nous passions la porte de Grociani qui habite au-dessus de son magasin. Je crois que les Grociani ont cet appartement depuis plus de 50 ans. Le grand-père y habitait déjà quand le magasin n'était qu'une buvette où les ouvriers allaient boire un verre. Le père de Grociani avait agrandi l'affaire en vendant du vin en gros, et le fils, Adolfo, vendait maintenant, outre le vin, du whisky et d'autres liqueurs étrangères. L'appartement était mal divisé, comme dans les maisons des vieux quartiers de Rome, tout en corridors et petites pièces. Mais Grociani, un homme jeune, aux joues rebondies et aux petits yeux, nous conduisit avec orgueil dans la salle à manger. Ah, quel luxe! Des meubles tout neufs en acajou vernis, avec poignées de cuivre doré et pieds fins en érable blanc. La dernière fois que j'avais vu cette pièce, elle était encore meublée comme autrefois. Une table commune, des chaises de paille, des photos au mur et la machine à coudre dans l'embrasure de la fenêtre. Tout cela avait disparu et, outre les beaux meubles neufs, je remarquai un grand tableau dans un cadre doré représentant un coucher de soleil sur la mer. Un énorme poste de radio servant aussi de bar, des bibelots de porcelaine, femmes nues, pantins, petits chiens, et sur la table déjà servie, un service des plus fins en faïence décoré de jeunes roses. J'ai acheté tout cela à l'Argentine, me dit Grociani, en me montrant la pièce d'un geste circulaire. Devine ce que je l'ai payé. J'ai lancé un chiffre qu'il tripla avec un air de satisfaction béate. Cependant, les autres invités arrivèrent et nous fûmes bientôt au complet. Vous voulez savoir qui étaient les convives? Eh bien, Tolomei, un robuste garçon à moustache qui, lorsqu'il pèse sur sa balance de la charcuterie en tranches, en met toujours trop et dit aux acheteuses: Je laisse. De Angélis, du fourneau bouilleur, un petit homme à face de niais, un malin en réalité, qui dans son enfance portait les paniers au marché, mais vend maintenant des tagliatelles à tout le quartier. De Santis, le marchand de volailles, demeuré aussi paysan que lorsqu'il venait à Rome avec sa corbeille d'œufs du jour, une figure imberbe, blême et épaisse comme un gros pain de campagne, et l'accent lourd des gens de Viterbe. Ils avaient amené leurs femmes tout endimanchées, mais non leurs enfants, car, avait dit Grociani, tout en offrant le vermouth, nous étions entre commerçants pour fêter l'année nouvelle, l'année commerciale avant tout, durant laquelle nous devions tous ramasser l'argent à la pelle. Pour vous dire la vérité, en les voyant assis à table, ils me plaisaient encore moins que lorsque je les voyais sur le seuil de leur boutique. Dans leur commerce, ils cachaient leur satisfaction et même se plaignaient volontiers. Mais maintenant qu'il s'agissait de faire la fête, en dehors de la vue des clients, le contentement leur sortait par tous les pores. Il était 11h quand nous nous mîmes à table, et nous attaquâmes tout de suite les hors-d'œuvre de Tolomei. En même temps, les plaisanteries se déchaînaient. L'un demandait à Tolomei si la mortadelle était pur porc, l'autre rappelait la phrase si
certainement laissé un coup de griffe. Aussi je préférais manger et me taire. Au ravioli, le silence se fit car le bouillon était brûlant et chacun soufflait dans sa cuillère. Mais quelqu'un remarqua que ces raviolis étaient vraiment bien garnis et non à demi vides comme ceux que l'on met habituellement en vente, et il y eut un éclat de rire général. Cette fois encore je demeurai muet et me servis de louche de bouillon pour me réchauffer. Finalement, les 2 dindes rôties apparurent, grandes comme des autruches. À cette vue, l'allégresse reprit et on commença à taquiner le coquetier en lui demandant où il avait pu se procurer ces 2 phénomènes de la nature, sinon chez 210 qui fournit toute la ville. Mais lui, en vrai paysan qui ne comprend pas la plaisanterie, répondit qu'il les avait choisis entre 1000 et les avait engraissés de sa main, chez lui, dans sa propre maison. Je continuai à rester quoi, mais je choisis avec soin une cuisse monumentale, pris 3 tranches de farce et un autre morceau carré détaché de je ne sais quoi, mais exquis. Je mangeai de si bon cœur qu'un des convives remarqua. Regardez Egisto comme il dévore, et Egisto, ce n'est pas tous les jours que tu manges une dinde pareille. Bien sûr, répondis-je la bouche pleine, et, au-dedans de moi, je me disais que, pour une fois, il disait la vérité. Pendant ce temps, les fiasques de Crociani circulaient, et tous les visages autour de la table reluisaient, rouges et enluminés comme une batterie de cuisine en cuivre. À part quelques réflexions sur la nourriture, il n'y avait pas de véritable conversation, personne n'ayant rien à dire. J'eusse été le seul à pouvoir dire quelque chose, car, contrairement à eux, mes affaires marchaient mal et cela me donnait à penser. Or, si la pensée ne remplit pas l'estomac, elle remplit du moins le cerveau. Après les dindes, vint une salade à laquelle personne ne toucha, puis le fromage et les fruits, et enfin, Crociani annonça qu'il était minuit, et fit le tour de la table en montrant la bouteille de mousseux. Du mousseux français, authentique, nous fit-il remarquer qu'il vendait 3000 lires et plus la bouteille. Il allait le déboucher quand, d'un commun accord, ils s'écrièrent tous. « C'est à ton tour, Egisto, fais-nous voir ton panettone. » Je me levai et allai chercher mon grand carton au fond de la salle, puis je revins m'asseoir et enlevai le papier avec solennité. C'est un panettone tout à fait spécial, vous allez voir. J'ouvris la boîte, y plongeai la main et commençai la distribution. Un flacon d'encre, une plume, un cahier et un abécédaire pour chacun des hommes. Pour les femmes, je m'excusais, je les avais oubliées. Devant cette distribution, ils demeurèrent abasourdis, sans comprendre, étant un peu abrutis par le vin et la bonne chair. Enfin, De Angelis exclama « Mais, Egisto, qu'est-ce que cette plaisanterie? Nous ne sommes pas des enfants qui vont à l'école. » Et De Santis « Et le panettone, où est-il » Je répondis en me levant. « C'est un pique-nique, n'est-ce pas? Chacun de vous a apporté les denrées qu'il avait en sa boutique. Je vous ai apporté ce que j'avais dans la mienne, encre, plume, cahier, abécédaire. »« Tu fais l'imbécile ou tu te paies notre tête, dit tout à coup Tholomei. »« Non, fis-je, je ne suis pas imbécile, mais papetier. Tu nous as offert les hors-d'œuvre que je suis obligé de t'acheter toute l'année. Je vous donne ce que j'avais et que vous n'avez jamais songé à m'acheter. »« Allons, ça suffit, dit De Angelis conciliant. Ne nous faisons pas de mauvais sang. » Cette proposition fut bien accueillie. On sortit quelques petits gâteaux, les bouteilles furent débouchées et nous bûmes tous. Mais je remarquai que personne ne voulut boire à ma santé. Je me levai donc et, le verre à la main, « Puisque vous ne voulez pas boire à ma santé, c'est moi qui lèverai mon verre. Puissiez-vous, durant cette année, lire un peu plus, même si, par hasard, vous vendiez moins. » Il y eut un chœur de protestation indignée, et Crociani, qui avait bu plus que les autres, se mit en colère et cria « Mais laisse-nous tranquille, oiseau de mauvais augure, tu vas nous porter la guigne. Vends tes livres à qui tu veux, mais ne viens pas nous ennuyer. Il vaut beaucoup mieux, d'ailleurs, que tu t'en ailles. De toute façon, le dîner est fini. » Alors, tu ne veux pas boire à la santé du commerce des livres? Fiche-nous la paix, farceur, imbécile, nigaud, mauvais plaisant.
Maintenant, ils m'injuriaient tous à la fois. Je répondais du tac au tac, calmement, tandis que ma femme me tirait par la manche. Le plus enragé de tous était le maître de maison, qui insistait pour nous voir prendre la porte. Finalement, je ne sais comment, je me retrouvai dans la rue, avec un grand froid et ma femme, tout en larmes, qui répétait: Tu vois ce que tu as obtenu. Nous nous sommes fait des ennemis maintenant, et l'année qui vient sera pire que celle qui finit. Et ainsi, discutant, accompagnés par les détonations des pétards et des débris qui volaient par les fenêtres, nous rentrâmes chez nous.